des auteurs, des jeunes auteurs, des écrivains venus de pas très loin. Et surtout, c'est maintenant l'occasion d'échanger avec chacun d'entre vous. Alors, on peut peut-être mettre un petit peu de lumière dans la salle pour que je puisse voir un peu plus les visages. Et n'hésitez surtout pas, il y a un micro HF qui est quelque part dans le coin. On est là vraiment pour converser ensemble. Alors, c'était en 2010. Peut-être que vous en souvenez. Moi, en tout cas, ça a été un vrai bouleversement de voir des images à la télévision que je n'avais jamais vues auparavant, déclenchées par une immolation, donc un geste vraiment assez fort, et sont suivies des images de peuples qui descendent dans les rues. Ça a été assez... Il y a une coutume peut-être très française, je ne sais pas, peut-être très européenne, mais très vite, des tas de paroles ont commencé à circuler dans les médias, et chacun essaie de comprendre ou essaie de qualifier l'incompréhensible ou l'impensé, l'impensable jusqu'alors. Le peuple arabe descend dans la rue. Alors, très vite, des mots sont apparus. On a parlé de réveil arabe, révolution arabe, émeute, révolution populaire, enfin, des tas de noms ont commencé à être entendus. Et j'étais très attentive à me dire, mais finalement, j'ai hâte du moment où, enfin, on va pouvoir demander aux gens qui sont dans la rue comment eux vivent la révolution, comment ils l'appellent d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe pour eux. Et ça, il fallait un petit peu de patience, il fallait attendre un peu. Donc on a attendu, et avec littérature, etc., on est très très heureux de vous proposer cette soirée pour peut-être essayer de comprendre de l'intérieur, parce qu'il y a les mots du dehors, les gens qui commentent ce qui se passait dans ces pays, et les mots du dedans, et les révolutions intimes. Et c'est peut-être un peu ce qu'on va essayer de creuser ensemble ce soir. Alors avec nous, rien moins que Yamen Manaï. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un peu chanteur de rock, non? Il manque la guitare. On est au Biroc, c'est ça? C'est ça. Madame Strong. Yamen Manaï qui vit à Paris, Oui. qui est né à Tunis, langue maternelle, tunisien? Langue arabe, oui. Langue arabe, c'est ce que tu disais. Et donc tu es auteur de 2 romans. Donc le premier roman paru aux éditions Lysiade, c'est La marche de l'incertitude, que vous pourrez retrouver à la librairie Le Bateau Livre, qui vous fait l'amitié de venir aujourd'hui. Et le deuxième roman, toujours chez Lysiade, La sérénade d'Ibrahim Santos, dont vous avez découvert un extrait. Et puis juste à côté, Sonia Terrab. Bonsoir. Ça fait roqueuse aussi, hein, non? Avec la petite veste en cuir, tout ça, le micro. Bon, qui nous vient de Casablanca. En ce moment, oui. Né à Meknes, qui fait des allers-retours entre Paris et Casablanca. Tout à fait. Donc pareil, 2 romans, Sonia Terrab, pour toi. Donc le premier roman, c'est Chama Blanca. Et puis le deuxième, dont vous avez entendu un extrait, donc La Révolution n'a pas eu lieu, qui est paru il y a quelques mois en France. La question que j'ai envie de vous poser pour démarrer la conversation, c'est ça justement. Vous avez décidé de planter ce sont des fictions, vous nous avez proposé, vous avez décidé de planter le décor de vos romans pendant des révolutions. Alors il se trouve que là, on est clairement dans le Maroc contemporain, le Maroc plutôt urbain à Casablanca, et pour Yamen Manaï, on a transgressé les frontières et on se retrouve dans un pays un peu imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le décor de vos romans, Sonia Terrab? Finalement, les 2 romans se ressemblent, que ce soit le premier et le deuxième, ils s'inscrivent dans la même lignée par rapport à la ville de Casablanca, tout d'abord, qui est une ville assez fascinante, sauvage, parfois dangereuse et souvent désagréable, mais en même temps plein de paradoxes et d'une certaine richesse finalement, parce que c'est une ville qui pousse comme un champignon, où
difficile pour une jeune femme, par exemple, de marcher dans la rue, une ville où on n'occupe pas l'espace public. C'est une vraie métaphore du Maroc. Donc la ville de Casablanca, l'urbain, c'est je pense, le premier thème que j'ai déjà soulevé dans Chama Blanca, parce que Chama Blanca, c'est l'histoire d'une jeune femme qui me ressemble un peu, qui n'est pas moi, mais qui pourrait être ma meilleure amie, et qui est partie faire ses études à Paris après le bac au Maroc, et qui revient au Maroc après 6 ans pour découvrir qu'elle est finalement étrangère chez elle, et qu'elle a eu besoin de partir pour revenir, pour ne plus savoir qui elle était. Donc c'est un immense cri de colère, très expérimental, très éclaté dans l'écriture, un premier roman assez maladroit, je pense, comme tout premier roman, mais aussi qui vient du ventre. Le deuxième, ça a été un peu particulier. C'est vrai que c'est dans la même continuité. C'est vrai que je mets toujours en scène des jeunes à Casa qui sont complètement paumés, tiraillés. C'est vrai que je ne suis pas dans une écriture classique parce que je suis anti-conformisme dans le sens où je juge qu'on n'a pas raconté une histoire avec un début, un milieu, une fin. Il n'y a pas toujours de dénouement. L'idée, c'est juste d'ouvrir une fenêtre, d'allumer une petite lumière sur des périodes de vie. En l'occurrence, pour le deuxième, ça dure pendant 6 mois. C'est le début des contestations au Maroc le 20 février qui ont accompagné le printemps arabe, qui sont nés en écho, même par mimétisme, certains ont dit à l'époque, du printemps arabe. Et ça dure 6 mois. 6 mois, c'est le temps que ça nous a pris, nous qui étions aussi investis, Ilyes, quand il dit « pour une fois j'ai été fière d'être arabe », c'est mon cas, c'est la vérité. Je ne marchais plus, je volais, au moins on a eu l'occasion de vivre ça parce que c'est quelque chose d'assez miraculeux. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 5 ou 6 mois. Le choc a été assez violent. La Constitution qui a été votée à 98%. Et puis finalement, effectivement, même les autres pays où tout a bougé différemment, où tout est encore en train de mal se passer en ce moment. Et cette découverte de cette réalité qui fait qu'en fait, l'erreur qu'on a commise, c'est de penser qu'on avait fait qu'il y avait une révolution arabe, au fait. Avec le recul, je me rends compte qu'il n'y a pas eu de révolution arabe. Chaque pays est différent. Le Maroc ne peut pas se comparer à la Tunisie, qui est juste un exemple incroyable aujourd'hui, et qui est le pays qui a réussi le mieux à s'en tirer malgré tous les problèmes et toutes les tragédies qui ont eu lieu dernièrement. Et qu'on ne peut pas comparer le Maroc non plus à l'Égypte ou à la Syrie, ou à l'Algérie encore, qui n'avait pas connu de révolution. Donc chaque pays est différent, et c'est un peu l'erreur qu'on a commis à l'époque de penser qu'on était un tout en tant qu'Arabe. Et c'est intéressant parce que, je ne sais pas, moi, 4 ans après, on reconsidère tout ça, on analyse ça différemment, on mûrit, on vieillit, je me sens moins jeune, mes personnages le sont aussi certainement avec moi. Et même tous ces gens qui m'ont accompagnée durant cette époque, parce que je me rappelle que, effectivement, moi aussi, j'étais revenue au Maroc, je faisais des manifestations, je me suis pas mal engagée avec les gens du 20 février, toujours en tant qu'observatrice, pas en tant que militante. Et je leur disais que j'allais écrire un roman sur ça, et ils se foutaient de ma gueule en me disant « de toute façon, tu vas écrire ce roman, après tu vas nous oublier ». Aujourd'hui, c'est un peu vrai. Je les vois de moins en moins, on s'est tous un peu éparpillés dans nos quotidiens et nos chemins différents. C'est-à-dire que le cas marocain est assez particulier. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que le mouvement du 20 février. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache aussi de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que le mouvement du 20 février et la particularité au Maroc par rapport je pense que la particularité du Maroc aux autres pays, c'est que le Maroc n'a jamais connu de rupture. Le Maroc est une monarchie depuis 12 siècles et il est alaouite, c'est-à-dire avec la dynastie actuelle depuis 5 siècles. Nous n'avons jamais connu de rupture, et c'est vraiment là où on s'est trompé par rapport aux autres pays. On a dû se comparer. L'Égypte fait des révolutions depuis 100 ans. L'Algérie, la Tunisie a connu aussi une vraie rupture avec Bourguiba, tout ça. Nous, on n'a jamais connu de rupture, on n'a jamais rien eu. Le 20 février est né, comme il vient de le lire, par rapport. C'est une bande de jeunes vraiment illuminés qui ont
entre 20 et 30 ans qui se sont dit ben, on va le faire, on peut le faire, il est temps de changer les choses. On a une petite histoire quand même de révolte dans les années 60-70. On a un célèbre opposant qui a été assassiné qui s'appelle Mehdi Ben Barka, tout ça. Donc, il y a quand même un petit écho, mais c'était pas suffisant. Et à l'époque, il y avait une phrase qui revenait souvent, qui nous agaçait énormément, mais qu'avec le temps, je me suis mise aussi à adopter, qui est l'exception marocaine. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, encore plus avec ce qui se passe dans le monde actuellement, dans le monde arabe, je considère encore plus qu'on est une exception. Et c'est assez... C'est une exception du fait de son histoire, et c'est assise dans une histoire finalement très ancienne, mais tu dis que c'est un mouvement de jeunesse, un mouvement de contestation, qui n'est pas là pour renverser véritablement le pouvoir et le roi. C'est plutôt pour davantage de démocratie, parce que par exemple, si on doit reprendre l'héroïne de ton roman, elle est vraiment très consciente des deux monstres auxquels un pays comme le Maroc est entouré. D'un côté, le spectre et la peur de l'intégrisme, et de l'autre côté, la peur de le monde peut-être capitaliste et la peur de basculer dans quelque chose qu'il ne maîtrise plus du tout, et un peuple qui n'est peut-être pas encore assez alphabétisé, parce que l'héroïne du roman elle est très dure, hein. Elle dit qu'ils sont incultes, c'est un peuple d'incapables, un peuple d'imbéciles. Donc il y a aussi, est-ce que c'est aussi l'exception et la différence peut-être par rapport au peuple tunisien? Complètement. Il y a vraiment ce côté-là, de toute façon c'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire qui l'a fauté, farouche, mais en même temps sauvage, dans le sens où elle a quitté sa mère est morte en la mettant au monde, donc elle traîne cette culpabilité depuis toujours. Elle a coupé les liens avec son père, elle vit toute seule dans un appart approximatif, et voilà, donc elle est vraiment dans une totale rupture par rapport à Ilias, justement, qui n'arrive à rompre avec rien. Mais il y a, pour survivre et pour pouvoir vivre et n'en faire qu'à sa tête, se prostitue. Mais elle ne se prostitue pas dans le sens classique du terme, comme on l'entend tous. Non, elle se prostitue d'une manière très, enfin, je dis marocaine, mais elle est sans doute universelle. C'est-à-dire qu'elle se prostitue dans son milieu à elle, avec sa bande d'amis à elle, parce qu'elle vient d'un milieu bourgeois, mais ruiné, vu que son père est ruiné. Et donc c'est des gens un peu des hommes qu'elle collectionne et qui la prennent en pitié et qui lui donnent de l'argent. Au début, elle leur vole même de l'argent, et ils acceptent de se faire voler cet argent parce qu'ils la connaissent. Et donc finalement, même cette jeune femme complètement libre, révoltée, en rupture, on peut aussi la questionner, on peut aussi questionner sa fragilité, sa faiblesse, sa lâcheté aussi. Donc toute cette jeunesse-là, en fait, il n'y en a pas une pour acheter l'autre, et aucune vérité ne se vaut, et rien ne se passe, au final, rien ne change. On sent chez elle un vrai désenchantement, mais parce qu'elle a été enchantée auparavant. Enfin, elle a un vrai amour pour la littérature, pour la musique aussi, et elle est finalement très seule. Effectivement, on assiste à une révolution plus infime, vraiment celle de l'intime. Chez toi, Yamen Manaï, au contraire, c'est le collectif. Il y a quelque chose de plus... Bon, tu as choisi l'humour, l'absurde, la dérision pour traiter du même sujet, mais vraiment différemment. On sent qu'il y a une issue possible, et à certains endroits, c'est très étonnant. Je n'arrive pas à savoir si l'auteur, lui, croit aussi à l'issue possible, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec le collectif, avec ce village, et tous ces hommes qui vont se regrouper et qui vont réussir à mettre dehors le dictateur. Voilà. En fait, il y a c'est tout à fait juste, hein, il y a la question de comment surmonter une épreuve ensemble. La question du vivre ensemble, c'est quelque chose auquel je pense constamment. J'essaie de savoir comment est-ce qu'on peut tous être épanouis sur cette planète, parce qu'il y a un potentiel immense à l'humanité pour qu'elle puisse vivre ensemble, bien tranquillement, et avec amour, et dans beaucoup de festivals littéraires ou de rencontres comme ça, je me rends compte qu'énormément de gens ont cette envie-là et pensent qu'un autre monde ou un monde alternatif est possible, mais
personne n'arrive vraiment à mettre quelque chose en route. En tout cas, on rêve tous ensemble et après, on est fouettés par tous les diables pour reprendre le quotidien et voilà, j'espère qu'un jour on va s'en sortir. Et donc j'essaie du côté de l'imaginaire, du côté de cet échappatoire-là, de décrire un monde auquel des gens peuvent y arriver. Alors collectivement, bien entendu, mais il y a également la question de l'individu. Il faut aussi prendre conscience et pouvoir transmettre aussi cette conscience-là. Et le livre, il est autour de ça, il est autour d'une illumination individuelle et après, chaque être illuminé comme une ampoule arrive à construire ensemble une citadelle de lumière. Et donc... parce que tu dis ça de façon très poétique et tout, mais quand on commence ton livre, on n'y croit pas du tout. C'est drôle à mourir et on sent bien que ce que le narrateur dit, c'est que l'histoire ne fait que se répéter et ça nous fait même mourir de rire. Enfin, en fait, à un moment, ouais, je prends le pari de l'humour pour pouvoir introduire le lecteur dans ce que j'ai envie de lui faire entendre. Donc c'est peut-être de la manipulation douce. Mais je ne peux pas raconter une histoire sans pour autant ne pas me prendre au sérieux, parce que il ne faut pas se prendre au sérieux, je pense. Voilà, il faut essayer de vivre la vie, en tout cas pour ma part, en donnant de l'importance à ce qu'on fait, et pas en se donnant à soi-même de l'importance. Donc j'arrive pas à écrire en étant vraiment grave, mais j'essaie de traiter des événements qui peuvent être graves avec un prisme qui peut les rendre moins pénibles. Et donc, du coup, on arrive dans ce village-là, tout est plus ou moins drôle, le village il s'adapte, et après, en fait, l'horizon s'assombrit quand même un peu parce qu'ils vont se retrouver frappés par cette invasion de militaires. Les acteurs l'ont bien démontré. Les militaires viennent et le ministre vient convoiter les trésors de Santa Clara, et donc ils vont se retrouver face à ce dilemme-là, face à des personnes qui ont envie de chambouler leur quotidien, de leur dicter leurs lois, et donc du coup, ensemble, ils vont réussir à faire face à ça. Et le courage, si c'est comme un couteau qu'on a, on l'échafaude sur le dos des autres, quoi. Donc c'est comme ça qu'on arrive à s'encourager et à y aller ensemble. Et il y a, pour moi, un moment qui est assez exceptionnel aussi, que je revois encore et que j'ai pas eu la chance de vivre, c'est tous ces Tunisiens pendant le 14 janvier devant le ministère de l'Intérieur. Alors je dis pas, je tire vraiment aucune fierté de ce qui s'est passé en Tunisie, je pense même que c'est normal. Et des fois, je suis un peu frustré de me dire, les gens ils nous applaudissent ou ils nous attribuent des prix Nobel parce que on a juste envie de vivre normalement. Et donc je trouve ça, voilà, c'est comme si on applaudit quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui se réveille. Bon, voilà. Donc je trouve ça tout à fait normal, mais n'empêche qu'il y a de la beauté dans ce qui est entrepris. Et je me rappelle de tous ces Tunisiens devant le ministère de l'Intérieur qui était le symbole de l'oppression, en tout cas celui qui est rentré dans le sous-sol. Il sortait pas comme il est rentré. Hein. Et du coup, il y avait énormément de personnes qui étaient là et qui hébétaient, parce que malheureusement, on en arrivait à un appauvrissement de langage, qu'on n'a pas trouvé d'autres slogans, d'autres mots que dégage. C'est 2 syllabes, il n'y a pas eu autre slogan, un autre truc plus sophistiqué que ça. Ça montre vraiment qu'on avait touché le fond et qu'on sait dire que 2 syllabes pour pouvoir exprimer toute la colère qui était en nous. Et donc, mais voilà, c'était beau de voir cette collectivité, le geste individuel d'une personne qui s'est immolée, et de voir en fait qu'autour de ça, toute une collectivité a décidé de se mettre en route et a réussi à faire quelque chose. Après, ça continue, et c'est un feuilleton plus long que les feuilletons mexicains. Le feuilleton continue sur le livre, mais on pourra en parler peut-être tout à l'heure, ce que peut le rire dans un contexte comme ça tragique, et l'usage de l'autodérision que tu fais, ou de la dérision que tu fais dans ton livre, permet vraiment une mise à distance. Mais du coup, j'ai pu sentir à certains endroits que dans ce roman-là, il y avait une vraie critique politique très forte aussi, peut-être,
d'une façon de confisquer les révolutions qui n'ont pas encore eu lieu. Peut-être une critique à l'égard de l'ingérence. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais en lisant ton livre, j'ai pensé à Michel Alliot-Marie à l'époque, qui disait mais alors il faut leur renvoyer la police, comme si ce qui se passe un peu dans ton roman, c'est bon ben voilà, on force une révolution alors que des gens en ont pas forcément envie. Est-ce qu'il y avait aussi un petit peu de ça? Alors, il est question, bien entendu, à l'époque, on était un peu scandalisé de voir quelle position était celle du gouvernement français qui s'est rattrapé par la suite. Et voilà. Et en par fait, les réseaux sociaux. Voilà, la politique, c'est vraiment le jeu des pirouettes. T'es jamais là quand il faut, là il faut. On est prêt à changer de discours, à changer d'avis. Les alliances d'hier sont pas celles de demain. Donc voilà, on était en colère, mais moi, ça m'a pas surpris qu'il y ait eu cette première réaction. Après, le livre, au global, il est par rapport à l'autorité que peut subir un paysan. Parce qu'un paysan, tel qu'il est décrit dans le village, c'est l'être le plus basique qui soit. C'est pas forcément un intellectuel qui va se battre tout de suite pour quelque chose. Le paysan, il va arriver à une situation de non-retour où sa révolte va être sincère et pas conceptuelle. Donc, du coup, dans le village, on arrive, on confisque les terres aux paysans, on leur confisque leurs plantations, on leur demande de cultiver à échelle industrielle ce qu'ils ont l'habitude de cultiver à échelle artisanale. Et du coup, ils acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et il y a des lois, il y a des plus forts qui leur envoient pour régler les problèmes qui se posent des militaires avec une vraie autorisation à tuer. Hein. Et donc, voilà, du coup, ils touchent le fond. Et en fait, c'est ça qui permet ensuite de rebondir. Malheureusement, tant qu'on n'a pas touché ce fond-là, et je pense qu'en Tunisie, on l'a touché d'une façon très sincère, et jusqu'à ce qu'un petit marchand ambulant s'immole par le feu. Et en fait, il est symbolique de tout cet arrière-pays qui a été oublié. Et ben voilà, en fait, c'est la révolte des paysans, c'est la révolte de l'arrière-pays. Quand ça a commencé, ça n'a pas commencé à Tunis, ça n'a pas commencé sur la côte, ça a commencé chez les paysans. Et voilà, c'est ce que j'essaie de décrire, mais dans un autre décor en fait. Nous, au Maroc, on a un mot pour parler de ça justement, de cette injustice que connaissent les petits gens, mais c'est une espèce d'injustice qu'on hérite, c'est-à-dire plus tu descends dans l'échelle sociale, plus tu vas être injuste envers celui qui est en dessous de toi, jusqu'à ce que peut-être le mendiant dans la rue va être injuste avec peut-être le chat de la rue. On appelle ça le hugra. Vous avez ce mot ici? Oui, on l'a. C'est le même mot. Oui, ça veut dire la méprise en fait. Oui, voilà, le mépris. Le mépris, oui. Mépriser quelqu'un. Du coup, on retrouve dans Vent de roman avec évidemment une critique de la société contemporaine et des inégalités sociales. C'est vrai que la révolution, le roman où Meïa et Eliès sont quand même... le regard, c'est une certaine classe, bien que déchue, mais c'est une certaine classe de la société marocaine, parce qu'il n'y a pas un Maroc, mais des Marocs. Donc là, on est clairement dans une classe, on va dire, plus bourgeoise, même si c'est une bourgeoisie déchue. Vraiment, des questions liées aux inégalités sociales, à l'éducation, à la corruption aussi. Enfin, c'est des choses qui reviennent. Et puis, j'ai trouvé une phrase aussi assez étonnante dans l'université de Joaquín Calderón, qui arrive après dans ton roman. Une race de raisins sans pépins dont une seule grappe remplit les brouettes vient d'être créée. Et une variété de pastèques croisées avec des gemmes de grenouille. Quand une pastèque de cette espèce est prise de soif, elle part de son propre chef en sautillant boire l'eau de la rivière. C'est-à-dire que là, est-ce qu'il y a aussi derrière une critique, enfin, passage de l'ère industrielle, le capitalisme, est-ce que c'est ça aussi? Je vais essayer de donner quelques petits éléments pour expliquer cette fameuse pastèque qui saute jusqu'à l'eau et ce raisin sans pépin qui est dans la grappe remplie une brouette. En fait, voilà, le village, c'est un village ancestral qui est coupé de tout et les militaires le découvrent et vont envoyer un ingénieur agronome, tout jeune, tout frais, qui sort de l'université, avec plein de petits cristaux
qu'il mélange à l'eau et en fait et qu'il met dans la terre pour doper sa productivité. Et donc en fait, voilà, le village il va se retrouver confronté à l'agriculture industrielle et aux engrais, chose qu'il ne connaissait pas et en fait, voilà, le bonhomme va, cet ingénieur agricole va les obliger à coups de matraque à mettre de l'engrais et des pesticides dans les champs. Donc, je ne vais pas vous raconter la suite, mais en tout cas, voilà, c'est une critique aussi de ce système où la rentabilité prime, parce que dans le village, il n'y a pas forcément besoin de produire. C'est ça qui est incroyable, c'est que les gens du village ont quelque chose d'étonnant, c'est le bon sens. Et c'est cette répartie qu'il y a de temps en temps de la part d'autres personnages qui disent mais moi j'ai pas besoin des graines. Et je sais, et Ibrahim Santos est le musicien qui est capable de prédire le temps juste en jouant de la musique. On est vraiment là planté dans un autre décor que celui là de Sonia Terra. On est dans le rural et là pour le coup, à l'inverse de chez Sonia, j'ai l'impression qu'il y a un héritage intéressant de la part, et ça peut aller même jusqu'à l'Andalousie, à la musique, à la poésie. Il y a un héritage intéressant et pour faire la révolution, pour changer les choses, il suffit d'avoir du bon sens. Oui, en fait, malheureusement, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à conjuguer, c'est le bon sens et la possibilité d'exister et de profiter de la vie à sa juste mesure. Je prends l'exemple de pêcheurs sur une île dans un documentaire que j'ai vu, et en fait ils font de la pêche durable alors que personne ne leur a dit qu'il fallait pêcher comme ça. Ils n'ont pas fait des hautes études, ils ne se rendent pas compte forcément que la planète se réchauffe, ils sont là sur leur petite île et ils savent que s'ils pêchent à outrance, eh ben, la saison d'après, ils n'arriveront pas à repêcher. Et donc, ils font une pêche durable qui fait que les gens s'extasient devant ça, parce qu'on est dans un monde, malheureusement, où on essaye d'extraire la ressource jusqu'à la moelle, comme si on n'allait pas léguer ce monde-là à d'autres générations qui viennent derrière. Et oui, donc il y a une critique dans ce livre par rapport à cette absurdité, par rapport à ce progrès outrancier, et il y a également une sagesse qu'il faut également essayer de tirer de notre histoire, de la parole des anciens. Je ne dis pas que les anciens ont toujours raison, mais en tout cas, il y a une forme de savoir et de possibilité de s'inscrire dans le monde dans lequel nous sommes, qui est forcément pas celle du suicide auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Voilà, on passe aux questions, on est là pour converser. J'en profite, vu que j'ai lu le roman et un peu esquissé l'autre aussi le roman, il y a juste... c'est étonnant parce qu'on vous entend parler, il y a des choses qui reviennent de ce qu'on se dit, tiens, ils ont parlé de ça. Il y a d'autres choses, j'ai l'impression, qui vous échappent et qui apparaissent beaucoup plus fort. Mais parce que moi, dans les deux cas, je vois un vrai point commun, c'est une désillusion de la possibilité de lutte et de révolution, parce que dans un monde qui est déjà prêt à ce que la révolte arrive, et que c'est des révolutions prémâchées, en fait. Et qui a fait qu'une fois qu'on arrive à peu près bouger les choses, c'est l'enfer, parce que soit les gens n'étaient pas prêts à se retrouver à cette position-là de leader ou de poser des vraies questions, soit ils sont assimilés par des choses qui préexistent avant eux, quoi. Et donc ça reproduit tout le temps les mêmes choses, notamment après dans ta fable là. Et moi, on parle de Joaquín Calderón, c'est un jeune. Ce qui est, je trouve qui est important, c'est que dans ce roman-là, ce jeune-là, au départ, c'est quelqu'un qui vient de la Terre, qui a vécu tout le temps dans la Terre, qui connaissait par cœur la nature, l'environnement, et qui, du coup, vivait avec son environnement. Il était un savant fou. C'était un grand savant, mais par l'expérience. C'était sa vie de paysan qui l'avait amené à savoir les choses, à connaître les choses, donc l'expérience qui l'amenait à un savoir, et qui après a fait qu'il est parti à la capitale, il est devenu un des meilleurs élèves, il a été formaté par les grandes écoles d'agronomie et tout ça, et on lui a dit, vas-y, enseigne ton nouveau savoir
à ces gens-là, à ces pecnos. En gros, c'est un peu ça. Et donc, il faut savoir ce qui est intéressant dans cette figure-là, c'est que c'est à la base un idéaliste qui croit au monde, qui a envie de partager les messages, c'est de dire on va améliorer les choses, on va vivre mieux ensemble. Donc, je vais induire ces choses qui vont permettre. Donc, moi, ce que je vais penser à Monsanto, les OGM et tout, parce que l'exemple de ces militaires qui viennent tabasser les gens en disant mettez les engrais et tout, ça existe vraiment avec Monsanto. Des exemples concrets qui font ça dans les tribus amérindiennes, notamment mexicaines, qui lui ont supprimé leur variété de maïs, leur dire prenez ce maïs-là, c'est mieux, vous voulez pas, boum, on vous t'embrouille la gueule. Et c'est vraiment des choses qui existent. Et moi, je trouve que Joaquin, dans son parcours, il raconte ça, c'est qu'il se fait, avoir par un système qui est finalement assez intelligent, malheureusement, qui est pervers. C'est-à-dire qu'on va récupérer son idéalisme pour lui dire tu veux ton idéalisme, on va servir ton idéalisme, va faire ça. Et il y croit, et après il en devient complètement habité, autoritaire, il finit par faire des choses qui ne traduisent pas du tout ces valeurs. Et après il y a un retour à la réalité, et ce qui est. Comment dire, je me perds, désolé, c'est parce que j'ai un. Merci beaucoup. Non, mais c'est parce qu'il y a juste un truc que je veux dire par rapport à ça. L'idée du. Cette phase-là, ce personnage-là, oui, enfin c'est ça. C'est que les valeurs. Finalement, c'est pour moi très. Il n'y a pas d'issue, quoi. Ces gens-là. En fait, oui, voilà, le personnage de Joaquin, à un moment, il mène une contre-révolution, justement parce que, voilà, il y a la révolution qui a eu lieu il y a 20 ans, dont le village n'était pas forcément informé, et voilà, il voit débarquer les militaires pour essayer de s'approprier son Rome. On voit ce Joaquin Calderón qui ensuite, en fait, mène une révolution contre ses anciens commanditaire et essaye de bouleverser le régime et il en meurt. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que vous disiez, la sensation, donc, c'est pour dire, oui. La sensation que ça critiquait beaucoup l'idée qu'aujourd'hui, dans une société qui forme des gens qui ont des connaissances mais qui n'ont pas d'expérience. Et du coup, l'expérience du terrain qui est là le bon sens, pour rejoindre le bon sens. Oui, le bon sens, ça vient d'une expérience de terrain et pas d'une connaissance inculquée qui est complètement déréalisée d'une réalité sociale ou même. Oui, il y a des formes de médecine qui n'existent plus aujourd'hui, qu'on n'enseigne plus. Il y a énormément de choses. Il y a un savoir qui est sensitif et qui malheureusement, duquel on est de plus en plus coupé par la force de l'écran. Si j'ai envie de dire, il y a un écran entre nous et le monde, et souvent on regarde le monde à travers un écran. Et on oublie qu'il y a des expériences sensitives et des expériences naturelles qui nous permettent d'aller bien. Et donc, oui, c'est vrai que je mets l'accent également là-dessus parce que moi, j'ai une formation d'ingénieur et j'étais dans une école d'ingénieur et j'étais très déçu de voir quelle était la qualité de ma formation et à quoi j'étais prédestiné à faire. Donc voilà, je fais un boulot pour payer des impôts et au revoir, merci. Franchement, on pourrait offrir aux gens une meilleure utilité que ce qu'on peut leur offrir aujourd'hui avec leur formation, avec leurs ambitions. Je trouve qu'on forme pas les gens suffisamment pour créer ce monde-là justement alternatif auquel on a envie de croire. Et pas éduqué, et quelles conséquences ça a? Est-ce que justement on doit renverser ce système pour que ce peuple soit éduqué? On ne sait pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que le Mrzen, dont je parle dans le roman, c'est un peu le système qui regroupe tout, et avec le temps, c'est un système qui est aussi devenu un système de pensée. Et avec mes amis, souvent on s'amuse en disant qu'on a tous une puce dans la tête, c'est la puce du Mrzen qui peut être activée à n'importe quel moment, à des degrés différents. Donc on est vraiment assez endoctriné par ces longs siècles, mais en même temps, par contre, ce qui est très important, c'est que le 20 février, cette bande de jeunes qui a commencé tout ça, manquait de cohérence. C'est ça, moi je le dis, je le dis dans le livre et je le répète aujourd'hui, il n'y avait pas une cohérence dans le discours, il n'y avait pas d'alternative. Il ne suffit pas de dire, ok, on veut changer les choses si on n'a rien à proposer. Quand le roi, avec cette intelligence incroyable, et justement le Mrzen a toujours su s'adapter au Maroc, a toujours su changer avec le Maroc, et le roi, dès que ça a commencé à barder un peu, il a dit, ok, je suis avec les jeunes, je vous écoute, je suis avec vous, ce que vous voulez, on le fait. Vous voulez qu'on réforme la Constitution? On réforme la Constitution. C'est pas des petites mesures, la Constitution, c'est révolutionnaire. Mais justement, donc, du coup, direct, c'est retombé, c'est-à-dire même ceux qui hésitaient
bien sûr, se sont allés du côté du roi, qui est la stabilité, tout ça. Sauf qu'il n'y a pas eu de suivi. Ok, on a exigé des choses, il y a des gens qui sont sortis dans la rue. La première manifestation dont je parle, c'est la manifestation la plus importante. Il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de gens dans toutes les villes du Maroc qui sont sortis. Et quelques jours après l'annonce de la pension. Et puis après, c'est bon, le roi s'en occupe. Il n'y a pas eu ce suivi de même. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, moi, avec le temps, pas seulement par rapport au 20 février, mais aussi par rapport à d'autres choses qui se sont passées, c'est qu'aujourd'hui, le roi du Maroc, enfin le système, le gouvernement marocain, est prêt à changer si on lui met suffisamment la pression. On a eu plein d'exemples comme ça avec le temps. Sauf qu'on n'a pas justement été capable de mettre la pression sur les bonnes choses. Par exemple, moi, je n'étais pas partisane d'une république. Moi, à aucun moment, je ne voulais que renverser le roi, parce que je sais que ça ne marche pas pour la simple raison qu'au Maroc, on a un système qui est très particulier, où le roi est le commandeur des croyants. Le commandeur des croyants, donc c'est lui qui a tout le pouvoir religieux. Même si aujourd'hui, soi-disant, avec des élections transparentes, on a élu, soi-disant, je dis vraiment soi-disant, on a élu un gouvernement islamique au pouvoir, ce gouvernement n'a aucun pouvoir religieux. Il ne peut pas toucher à la religion. Le roi est le seul détenteur du pouvoir religieux. Et ça, dans le contexte actuel, c'est très important. C'est pour ça que l'idéal, c'était effectivement d'arriver à une monarchie constitutionnelle où le roi pouvait garder justement ce symbole religieux, ce pouvoir religieux, et cet amour qu'il a du peuple, parce que c'est un véritable amour, personne ne remet ça en question, mais tout en réformant des choses élémentaires comme la santé, la justice et surtout l'éducation. Moi, je voulais juste qu'au lieu de sortir et de demander tout et n'importe quoi et de s'allier avec tout et tout le monde, sortir par exemple que pour l'éducation. Et ça aurait marché, j'en suis convaincue, et je le dis encore aujourd'hui, ça aurait marché. On s'est éparpillés, ils se sont éparpillés, et voilà. Donc, ça peut peut-être vous intéresser de savoir, de connaître la nouvelle constitution marocaine. Il y a des choses assez intéressantes qui nous intéressent aussi, la reconnaissance par exemple des langues berbères. Oui. Bon, il y a aussi vraiment d'autres choses intéressantes, mais on va aussi passer la parole à Yamen Manaï pour poser peut-être la même question finalement. Et la particularité de votre roman, de ton roman, c'est qu'il est sorti au printemps 2011, donc après les révolutions, mais il me semble qu'il a été écrit avant. Bonsoir, encore une fois. Je voulais juste avoir un mot pour les comédiens qui étaient assez hallucinants et qui m'ont fait vraiment vivre mon texte d'une façon différente, et je pense qu'ils ont fait vivre aussi à tout le monde. Donc du coup, rendu vraiment le décor qui était dans le livre, ils l'ont rendu vraiment présent et vivant sur scène, et je les remercie pour ça. Et donc voilà, il y a la question du décor, il y a la question du moment. Et c'est vrai que la Tunisie est un peuple qui s'est soulevé en 2011, le plus précisément 14 janvier 2011, mais il y avait des signes précurseurs qui montraient que ça n'allait pas. Voilà, il y avait des aspirations, il y avait une jeunesse qui était destinée à la misère, et voilà, à un moment, c'était plus possible pour eux de composer avec le quotidien. C'était quelque chose que je sentais, mais il restait quand même l'ambiguïté du contexte politique et du système mafieux qui était établi. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on est encore dans la découverte de ce système-là, des coulisses, de ce mécanisme qui a aliéné les Tunisiens pendant des années et des années. Et donc, j'avais envie de raconter l'histoire de ce peuple-là qui pourrait se soulever, parce que j'avais énormément d'amis qui avaient envie que les choses changent. Et donc j'avais envie de croire que les choses pouvaient changer quand on en avait envie. Et en même temps, je n'arrivais pas forcément à bien palper ce que c'était le contexte tunisien pour pouvoir écrire dans un décor tunisien. Je ne comprenais pas exactement l'ampleur de ce qui se passait, comme tout le monde, parce qu'on était désinformés en permanence. Donc j'ai choisi de planter le décor ailleurs et de raconter une histoire d'un peuple qui se révolte contre la révolte, en fait. Donc, ils sont dans une révolution parce qu'en fait, la Tunisie, il faut savoir que la révolution du jasmin, c'est un terme qui date de l'arrivée de Ben Ali au pouvoir
Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, on dit bah tiens, ça sent bon, c'est jasmin. Donc voilà, quand Ben Ali est arrivé en 87, il y avait énormément de personnes qui avaient foi aussi en l'avenir de la Tunisie à ce moment-là, parce que Bourguiba, quand il a été destitué, il était malade, il avait, je pense, Alzheimer, il avait perdu sa tête et il n'a pas réussi la passation. Et il aurait dû planifier ça beaucoup plus tôt. Et quand Ben Ali est arrivé, ben, on avait foi en l'avenir encore avec lui et on avait dit qu'il avait fait une révolution du jasmin. Et donc en 2011 encore, le jasmin a remis le couvert et on est encore dans la révolution du jasmin. Donc là, en fait, c'est différent parce qu'il n'y a pas eu le coup d'État que Ben Ali a conduit contre Bourguiba, mais voilà, le peuple est sorti dans la rue pour contrecarrer cette révolution qui nous a endormis pendant quelques années et on réclamait une nouvelle. Sauf que voilà, on n'est pas au bout de nos peines, c'est un long chemin. On est en train de tout apprendre et même le goût de l'écriture et de l'imaginaire, parce que aujourd'hui la parole est beaucoup plus libre. Moi, par exemple, j'ai commencé à écrire ce livre-là bien avant. Il était supposé sortir en décembre 2010. Mon éditrice, elle était prête à y aller, alors que le livre pouvait potentiellement être politiquement incorrect. Mais bon, il faut se dire aussi que les gens ne lisent pas énormément en Tunisie, surtout pas les œuvres en langue française. Donc le risque était tempéré, mais on était prêt à sortir un roman qui parle de révolution, qui parle de lutte d'un peuple. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, tu parles d'éducation, mais en Tunisie aussi, on a eu un appauvrissement du système éducatif qui fait qu'il y a un certain vocabulaire et un certain lexique qui a disparu de la circulation. Par exemple, des mots comme la révolution, comme l'engagement, comme la liberté. Quand j'étais petit, il y avait énormément de textes scolaires qui étaient très truffés de ces mots-là, de ces thèmes-là. Et petit à petit, voilà, on est rentré dans un endormissement. Et du coup, il y a certains textes qui ont été retirés. Et voilà, la parole est aujourd'hui beaucoup plus libre et on s'en réjouit. Et même si le bouquin a eu du retard parce que en décembre, date de sa sortie, il y a eu le soulèvement, il y a eu des grèves qui ont retardé son apparition. Il est apparu quelques mois plus tard et voilà, et le rêve continue. Alors, donc tous les deux, vous avez abordé la question de la révolte, de la révolution, mais avec vraiment deux styles complètement différents. On a chez toi, Sonia, une approche extrêmement, quand je disais urbaine, mais aussi ancrée dans la réalité de la jeunesse aujourd'hui et désenchantée. Voilà, j'avais du mal à dire le mot, mais c'est ça. C'est très étonnant parce qu'on sent chez l'héroïne non pas un pessimisme, mais c'est plus que ça, une sorte de désenchantement, de colère et une révolte, mais le non à tout ce qui est possible, y compris l'avenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bouquin a pour décor le 20 février, mais il n'a pas pour vocation d'expliquer le 20 février ou d'être un livre politique. Loin de là, il y a quelques extraits par-ci, par-là à propos du 20 février, mais l'idée c'était d'utiliser le 20 février comme un prétexte ou une métaphore et la révolution pour parler de la révolution intérieure. Et finalement, il y a cette phrase de Pessoa qui résume tout mon livre, c'est d'abord sois libre, ensuite demande la liberté. Et au Maroc, malheureusement, on n'est justement pas suffisamment libre pour demander la liberté. Et on n'est pas suffisamment libre individuellement pour parvenir à être libre collectivement. Ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Et mais il y a dans cette configuration, parce que Ilyas, qui est finalement, il y a deux personnages principaux parce qu'ils se rejoignent tout le temps, ils se parlent, ils se confrontent tout le temps. On me dit souvent que c'est Meya la véritable héroïne, mais moi j'ai commencé avec Ilyas parce que c'est celui qui me ressemble le plus.
dans cette espèce de lâcheté, mais aussi d'idéalisme et le fait de penser toujours avec les idées, de toujours se référer à Camus ou à Sartre ou à Nietzsche pour se justifier. Donc il vit dans un monde irréel. Il rentre au Maroc pour faire la révolution parce que, comme elle lui dit, pour une fois tu es fier d'être arabe, tu es fier d'être d'actualité. Et finalement, on le découvre, on s'en sent vous raconter l'histoire, mais finalement, lui-même n'arrive pas à se révolter contre beaucoup de choses, ne serait-ce que sa famille, ou même l'amour qu'il a envers Meia, et dont il est fou amoureux, mais avec qui il n'arrive pas à conclure, parce que Meia a une vie complètement marginale, c'est une jeune femme de 20 ans,